Le jour même où nos apprentis colons débarquent en Abitibi, on annonce la nomination de l'avocat Honoré Mercier au poste de ministre de la colonisation. L'administration de la province semble une affaire de famille à cette époque. Le jeune député de 39 ans est le fils de l'ancien premier ministre du même nom, et il est aussi le beau-frère du premier ministre alors au pouvoir, Sir Lomer Gouin. Honoré Mercier est descendu à Montréal en ce 29 avril 1914, au moment où une foule de 3100 emplois s'est réunie sur le Champ de Mars pour demander du travail au maire Albert Saint-Martin. Les nouvelles de l'étranger ne sont guère bonnes. Le président américain Woodrow Wilson a ordonné une intervention militaire contre le Mexique et l'on craint que la querelle ne tourne à l'affrontement armé. Alors qu'en Grande-Bretagne, on signale que les nationalistes irlandais, grâce à la contrebande, sont en voie de s'armer de pied en cap, on est à couteau tiré à Belfast et la situation n'est pas à la veille de changer. 3/4 de siècle plus tard, la capitale de l'Irlande du Nord aura encore des airs de poudrière. On ne s'arme pas qu'en Irlande. Les puissances de l'Europe, hantées par des antagonismes séculaires, sont lancées depuis des années dans une course aux armements. Dans 2 mois, l'archiduc autrichien François Ferdinand sera abattu à bout portant par un jeune Serbe, ce qui suffira à déclencher la Première Guerre mondiale. Mais cela, les contemporains d'Honoré Mercier ne peuvent pas le savoir. La vie civile des Québécois peut donc continuer, en attendant qu'ils soient appelés sous les drapeaux. Il y a aussi l'ouverture du canal de Panama, une grande date dans l'histoire de la navigation maritime. En ce qui nous concerne, il y a la publication en France du roman de Louis Hémon, Maria Chapdelaine. Et pour beaucoup de Français, encore aujourd'hui, l'image qu'ils ont du Québec, en fait, c'est une image qu'ils ont prise dans ce roman. Mais venons chez nous, il y a une grande tragédie, le 29 mai. L'Empress of Ireland heurte le Stordstad, en face de Pointe-au-Père, en aval de Québec, et en 15 minutes, cette tragédie fait 1024 morts. C'est la plus grande tragédie maritime dans l'histoire du Canada. Il y a aussi la fondation de la prieuré de Saint-Benoît-du-Lac par les bénédictins de France. En traversant l'Atlantique pour débarquer dans le Nouveau Monde, ces moines perpétuent un mouvement migratoire qui dure depuis le 17e siècle. C'est Samuel de Champlain en 1608 qui va s'installer à Québec. Et là, ça démarre vraiment. Hein? Champlain en 1608 à Québec, La Violette en 1634 à Trois-Rivières, Maisonneuve à Montréal en 1642. Donc, on le voit, les Français s'installent d'abord le long du Saint-Laurent. Hein? On occupe d'abord les rives du Saint-Laurent. Depuis, à l'est, Cap-Tourmente, Beaupré au nord et Kamouraska au sud, et ce, jusqu'à Montréal. Au 18e siècle, il y a 2 percées qui se font vers le sud, une du côté du Richelieu et l'autre du côté de la rivière Chaudière. C'est la Beauce, hein? C'est le Richelieu qui s'ouvre et la Beauce. Quelles sont les autres régions qui vont s'ouvrir au fil du temps? La Gaspésie. Mais la Gaspésie a une histoire particulière. Ce sont des entrepreneurs de langue anglaise des îles Jersey et Guernesey qui vont s'installer sur les rives de la Gaspésie pour pêcher la morue. Donc, la Gaspésie, au début des années 1760, commence à se développer. En 1776, fuyant la guerre d'indépendance américaine, les loyalistes fondent les premiers villages des cantons de l'Est. En 1800, c'est Hull qui s'ouvre. Hein? C'est Philémon Wright, un homme d'affaires du Massachusetts, qui part avec une partie de sa communauté pour venir s'installer à Hull et exploiter éventuellement les grandes forêts de pins blancs de l'Outaouais et de la Gatineau. Et bientôt, 1830, il n'y a plus de place. Hein? Il n'y a plus de place, on a vraiment subdivisé et resubdivisé les terres. Donc, où va-t-on aller maintenant? À ce moment-là, on a commencé à déborder la plaine du Saint-Laurent pour aborder du côté nord les plateaux laurentiens et du côté sud les plateaux appalachiens. Mais il y avait bien sûr un problème qui se posait dès qu'on faisait ça, c'était que
En montant sur ces plateaux-là, la saison de végétation diminuait, tombait en dessous d'une moyenne de 100 jours par année, sans gel. Et ça, c'est un chiffre qui est important parce que si on tombe en deçà de ce chiffre-là, l'agriculture devient très, très difficile. Et en 1840, justement, à Drummondville, se fait la rencontre entre les francophones des rives du Saint-Laurent et les anglophones des cantons de l'Est. Pour la première fois, ils vont se rencontrer en 1840 à Drummondville. Et là, c'est comme si tout le sud du Saint-Laurent était occupé dorénavant. Donc, à ce moment-là, le trop-plein, il n'y a pas d'autre choix. Il faut qu'on s'en aille vers les États-Unis ou vers la ville, ou alors que les gens aillent coloniser beaucoup plus loin. Donc, on sait que les Canadiens français savent défricher. On sait qu'ils sont mobiles. Et on souhaite surtout qu'ils ne deviennent pas des ouvriers, donc des prolétaires, dans des usines anglo-protestantes. Alors là, il y a tout contre nous. La ville, l'usine, l'anglo-protestant. On ne peut pas avoir plus dangereux qu'à nos portes. Et ces portes-là, c'est les States, comme disait le monde ordinaire, ou derrière les lignes, etc., les États-Unis. Ça va devenir une véritable hémorragie. Les gens vont partir d'abord en douce, puis par famille, par village entier. Il va partir à peu près 1 million de Canadiens français sur 100 ans. C'est pour ça que la colonisation sur les plateaux a été beaucoup plus lente. Et on calcule que il y a beaucoup plus de monde qui sont allés vers les États-Unis qu'il y en a qui sont allés vers les parents de colonisation. Qu'est-ce qui reste après coup? Bien, il reste le Nord, en fait. Hein? Ça veut dire que durant les années 1840, il y a ce qu'on a appelé la Société des 21. Ce sont 21 colons qui viennent en particulier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui partent pour s'installer le long du Saguenay, exploiter le bois, exploiter la forêt, parce que là, de grands entrepreneurs, dont Price. Et là, on part ouvrir le Saguenay. Jusqu'au lac Saint-Jean, c'était Compagnie de la baie du Tson. Et quand les 21 vont aller frapper à la porte de Dieu sait qui, de la compagnie ou d'un exploitant forestier, ils vont dire, vous savez, monsieur, on vient pas défricher, on vient couper du bois. Alors, à la limite, quasiment une des premières tentatives dites de colonisation ou de percée vers le nord, elle est absolument, explicitement non agricole. Elle est en termes de survie. Je ferai ce que je pourrais quand je serai arrivé. Le clergé réagit et tente de prendre en charge le mouvement de colonisation afin de le relancer puis de l'encadrer. Des prêtres font d'eux-mêmes de nouvelles paroisses dans les zones de colonisation. On les désignera sous le vocable de missionnaires colonisateurs. Certains passeront à l'histoire. C'est le cas de l'abbé Nicolas de Tolontin-Hébert qui, en 1849, mène ses paroissiens de Kamouraska au lac Saint-Jean. Le curé Thomas-Léandre Brassard suscite le développement de la région sise au nord de Joliette. Des oblats, dont les pères Charles-Alfred Paradis et Pierre-Edmond Gendreau, vont ouvrir la région du lac Témiscamingue. L'abbé Provost, qui lui va ouvrir la Matawini, c'est le nord de la Naudière, ça. Et il dit que, quelque part dans le nord de Joliette à l'époque, il y a un immense territoire où coule quasiment le lait et le miel, comme Moïse aurait pu faire. À l'époque, effectivement, ça va être son discours. Et les autres prêtres vont le croire, et ils vont aller fonder en 1863 Saint-Michel-des-Saints, 4 ans après Saint-Zénon, etc., et ça va devenir un petit pays nouveau. Alors l'image de la terre promise, à nous qui sommes quand même religieux, puis qui sommes nourris de lectures à la fois bibliques, évangéliques, etc., on va être un peu comme les Juifs d'il y a 2000 ans, ou de 2500 du temps de Moïse. On va se donner une terre promise. Évidemment, ça va être traduit en termes religieux. C'est la terre que Dieu nous réserve, donc promise, et on a la mission, dite providentielle, d'y aller. Le plus célèbre de tous les missionnaires colonisateurs est le curé Antoine Labelle, le roi du Nord, un géant d'1,80 m et de 160 kg, dont la carrure n'a d'égal que la détermination. Le curé Labelle est curé aux frontières, aux lignes, comme on dit. Puis là, il voit passer des milliers de gens et il se demande bien s'il ne doit pas les suivre plutôt que les précéder. Ce serait un Moïse à l'envers, là. Il suivrait les exilés au lieu de les guider. Puis là, le remords doit le pogner ou la grâce, comme on dirait en termes religieux. Et il est nommé à Saint-Jérôme quand même. Dieu veillait sur notre destin. Puis là, vraiment, c'est vrai, la réalité l'ouvre les yeux. Et il change complètement de discours. Ça y est, les velléités de partir vers les États-Unis sont parties. Et il va fonder le nord de Montréal.
Cet apôtre de la colonisation nommé curé à Saint-Jérôme en 1868 multiplie les actions d'éclat pour promouvoir ce coin de pays qu'il a adopté. Par exemple, en 2 occasions, à l'hiver, les Montréalais ébahis voient une longue procession de traîneaux chargés de bois de chauffage défiler en ville sous la conduite du curé Labelle. C'est un cadeau que les habitants de Saint-Jérôme envoient aux pauvres de la ville. Il n'en faut pas plus pour que celui-ci devienne aussi connu que le loup blanc. Au fil des ans, le curé Labelle fonde une vingtaine de paroisses et de missions dans les Laurentides au nord de Montréal. En 1888, le premier ministre Honoré Mercier veut donner une nette impulsion à la colonisation. Il crée un ministère de l'Agriculture et de la Colonisation. Il en occupe lui-même la direction et fait sans précédent, il s'adjoint comme sous-ministre le curé Labelle qui manquera de temps pour mener ses nombreux projets à terme. Il mourra subitement en janvier 1891. Alors, on va proposer ce qu'on appelle la colonisation, c'est-à-dire arriver dans les terres publiques que l'État, grosso modo, aura arpenté, sur lequel il n'aura même pas eu le temps de faire des chemins, qu'il aura en général divisé en lots, et quand il ne l'aura pas fait, les gens arriveront en squatter. Il faut bien voir qu'au 19e siècle, entre 1850 et 1900, mettons, la bureaucratie gouvernementale n'était pas ce qu'elle est devenue. Et on ignorait beaucoup au ministère des Terres et Forêts ce qu'il y avait sur le territoire. Et c'était donc très facile pour des gens qui n'avaient pas de titre de propriété de s'installer sur un lot et de bûcher et de cultiver. C'est ce qu'on appelait des squatters. Dans la majeure partie des cas, on a permis à ces squatters-là de régulariser leur situation à un moment donné en prenant ce qu'on appelait un billet de location, donc une concession du gouvernement qui régularisait un peu leur situation. La colonisation, c'est à la fois une stratégie de reconquête économique, surtout vue par les nationalistes, qui pensent qu'on doit reconquérir le Québec en partant de proche en proche. D'abord conquérir l'agriculture, ensuite développer une structure économique qui serait entièrement sous le contrôle des Canadiens français, comme on disait à l'époque. Ce sont des gens qui sont des cultivateurs et qui veulent faire, comme on disait à l'époque, faire de la terre pour s'installer. Alors, évidemment, pour eux, c'est leur but premier. Mais bien sûr, ils ont besoin, en fait, de 2 choses. Ils ont besoin d'un marché pour leurs produits et ils ont besoin aussi, avant que la terre rende beaucoup, ils ont besoin de revenus d'appoint. Donc, de travailler, d'avoir de l'argent. Quand même, ils sont débrouillards, puis la nécessité va les aider à penser. Ils vont vivre du bois. Ils vont leur revenu, leur sonnant et trébuchant, là, va venir de la coupe du bois. Ils vont devenir des salariés, souvent des prolétaires, des grandes compagnies. Évidemment, il y aura des jobbers comme intermédiaires, comme on appelle, qui est le petit entrepreneur local, qui lui-même au service d'une grande compagnie, puis ils vont être engagés. Au Québec, après 1850, ça va être ce qu'on a appelé le système agroforestier. Il y avait donc une très belle combinaison possible entre la main-d'œuvre des cultivateurs qui, l'été, produisaient de nourriture, et l'hiver, comme il n'y avait rien à faire sur la ferme, sauf des réparations, pouvaient aller bûcher. Quand arrivait la fin septembre, tous les adultes mâles, à partir de 13-14 ans, partaient pour le bois. Il restait à peu près rien que le prêtre et les petits vieux. Puis tout le reste, c'était un monde de femmes. Pendant au moins 6 mois, parce que la plupart ne revenaient pas à Noël, ils revenaient au printemps. Du côté de Gaspésie, on avait la même chose, la pêche remplaçant le bois. Les cultivateurs allaient pêchaient en saison et cultivaient leur terre dans une autre saison. Alors, tout ça, bien sûr, dépendait des ressources disponibles. À l'arrière, je sais pas moi, du comté de Montmagny, de Lillette, du comté de Bellechasse, les mêmes villages vont s'ouvrir à peu près en même temps et vont avoir à peu près le même genre de vie. C'est-à-dire, d'abord la forêt. Il y aura des fermes, mais c'est un simili à la limite. C'est parce qu'il faut bien vivre quelque part, puis il faut bien avoir un cochon, puis une vache pour le lait, puis faire un peu de beurre parce qu'on le fait soi-même. Mais il reste que cette exploitation forestière va provoquer un certain décollage du peuplement. Il y a là-bas ici, hein? Shawinigan, c'est quoi, 1900-1901? Hein? Et après, on va monter, hein? Grand-Mère, Rivière-au-Rat, Latuc.
Et là, le développement de la Mauricie va se faire autour du papier. Trois-Rivières va se mettre à prétendre qu'elle est la capitale mondiale du papier. Hein? Et tout ce papier-là, en fait, tout ce bois-là va venir du Saint-Maurice, hein, de la Mauricie, en fait. Nouvelle région qui s'ouvre au 20e siècle. En 1898, le gouvernement fédéral reconnaît officiellement que l'Abitibi appartient au Québec. L'Abitibi, qui est une des dernières régions ouvertes au peuplement, va tout d'abord se présenter comme une région totalement vierge. On va y trouver une immense forêt, on va y trouver des lacs et on aura l'impression que c'est un grand commencement. Il y avait des nations amérindiennes qui occupaient le territoire de façon plutôt nomade, mais il n'y avait pas eu de peuplement blanc, il n'y avait même pas eu de défrichement. Donc, les épinettes noires étaient là encore, les épinettes blanches aussi. Ça n'avait pas été touché pour la simple et bonne raison que les exploitants forestiers avaient besoin des cours d'eau pour faire flotter les bio vers les usines, et les usines étaient situées au sud. Il ne faut pas oublier que l'Abitibi se situe au-delà de la ligne de partage des eaux. Et en Abitibi, les rivières coulent vers la baie James. Il n'était donc pas possible d'exploiter la forêt. C'était à l'époque où Laurier avait dit que le 20e siècle serait le siècle du Canada. Il n'y avait rien de trop beau et on a décidé qu'on voulait un deuxième transcontinental. Et ce deuxième transcontinental-là, on a imaginé, pour raccourcir la voie, de le faire passer de Montréal et Québec par le nord, pour aller rejoindre le nord de l'Ontario et ensuite le nord du lac supérieur, de manière à atteindre les plaines de l'Ouest à la bonne hauteur. Et pour le Québec, ça a été très important parce que ça a permis l'ouverture de toute cette région-là à la colonisation. Bien entendu, les compagnies ferroviaires souhaitaient que les régions où passaient les rails, ce peuple, ça leur faisait des clients. Le dernier rail a été posé au mois de novembre 1913, 20 000 à l'est de Sainte-Terre. Et c'est à ce moment-là qu'on a finalement relié la ville de Québec à Winnipeg. Alors, les colons canadiens et français qui sont venus avant ça ont dû passer par l'Ontario. Le premier train, le premier convoi de colons qui part de Québec pour arriver en Abitibi, donc par l'est, arrive en 1914 et il est accompagné du missionnaire colonisateur Ivanhoe Caron. N'oubliez pas deux personnes. L'abbé Ivanhoe Caron, prêtre, missionnaire colonisateur, comme on disait, un intellectuel, il avait même un doctorat de S-lettres. C'est quand même extraordinaire. Deuxième, Hector Authier, qui était agent des terres, qui a vécu 90 ans, qui était extraordinaire, il a été tout, maire de Amos, ministre, puis agent des terres surtout, celui qui accueillait les colons. Ça a été des grandes figures de l'Abitibi naissante. Alors, les excursions organisées par l'abbé Ivanhoe Caron, ça fait partie un peu d'une formule de propagande, d'une façon. C'est pour donner de l'information, mais c'est plus que de l'information. C'est vraiment de la propagande. On veut les attirer. On veut comme argument, on se sert des arguments suivants. C'est que, bon, la terre ne coûtera pas cher. Et qu'en plus, on va pouvoir vendre le bois qui est déjà sur ces terres-là. Ce qui était une des seules régions du Québec là, où les colons ont pu avoir des billets de location pour vendre le bois qui était sur leur terre. C'est un peu une région qui fait peur. Elle a une réputation encore plus nordique que son vrai climat. Il faut donc vraiment convaincre les colons du sud, de ce qu'on appelle les vieilles paroisses du sud, de la vallée du Saint-Laurent, d'aller s'installer sur ces terres-là. Parce que choisir l'Abitibi à cette époque-là, c'est vraiment choisir l'inconnu. C'est choisir aussi, dans beaucoup de cas, la misère au début, parce qu'il faut tout faire. Ce sont des conditions tout à fait dignes de l'épopée, là. Même si ce n'est pas forcément un résultat très glorieux qui en est sorti, les gens qui ont affronté ces conditions tiennent vraiment de véritables héros. On les amène dans la forêt, on les amène dans la boue, on les amène sur des terres d'argile. Bien, mon père était garçon, il avait 24 ans et puis il avait entendu parler que dans le nord du Québec, il y avait du potentiel. Il y avait une usine de papier qui s'était construite dans le nord Ontario, à Iroquois Falls. Alors, on demandait des gens pour venir couper du bois en Abitibi pour alimenter cette usine-là, puisque l'Abitibi est tout près de l'Ontario. Alors, mon père s'est emmené par le transcontinental. Alors, lui est arrivé à la Sarre la première fois en 1914
pour s'installer sur le bord du chemin de fer, construire un petit camp boiron avec 2 copains. Et puis, ils avaient emmené leur cheval avec eux pour, ils appelaient ça skider le bois dans ce temps-là. Donc, il n'y a pas de route. Ce sont les colons qui vont construire les routes. On leur donnera d'ailleurs des primes ou de l'argent pour pouvoir construire les routes tout en allant s'établir. Maintenant, attention, quand on parle d'ouvrir les chemins maintenant, en l'an 2000, les gens voient toujours une autoroute. Quand on ouvrait des chemins à l'époque, c'était des chemins très rudimentaires. On essouchait à la hauteur des essieux des carrioles. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'était des chemins très rudimentaires. Et à ce moment-là, ça suffisait pour les premiers temps. Comme on est en période de colonisation assistée, le gouvernement fait des efforts pour voir à la survie de ces familles-là pendant le temps où on s'installe. Généralement, ça se passe de la façon suivante. Au début, les hommes montent seuls et on doit donc défricher pour se rendre au lot. Chacun a son lot qui lui est assigné. Et généralement, on construit les camps ou les petites maisonnettes en équipe. Et quand les maisons sont prêtes, on fait venir les femmes et les enfants et les ménages, pour ceux qui ont des ménages. Au début, comme il n'y a pas de route, on les construit au fur et à mesure. Les gens vont transporter leurs outils, leurs ménages par train, parfois par bateau, parce que c'est la seule façon de se rendre sur les terrains. Comme le colon peut se ramasser du numéraire, de l'argent, en vendant son bois, disons que finalement, pendant les 10 premières années ou les 15 premières années, avant que l'on passe du statut de colon au statut d'agriculteur, c'est vraiment le bois qui fait vivre ces familles-là. Ces colons-là vont d'abord travailler. On n'est pas dans un système à l'américaine où les pionniers tombent dans des ressources naturelles d'une manière anarchique. Au contraire, pour la plupart des colons, accéder à la forêt, ce sera quand même tout simplement continuer à travailler pour des grosses compagnies ou des jobbers, comme on va dire à l'époque, pour désigner les sous-traitants. Mon père il retournait après chaque saison de coupe dans son patelin à Saint-Stanislas de Champlain. Mais après 2 ans, il a décidé de venir s'installer en Abitibi définitivement et élever sa première famille. Il s'est installé en même temps comme cultivateur pour commencer à défricher la terre avec les chevaux, puis commencer à récolter des produits de la ferme. Et il est devenu à ce moment-là un assez gros cultivateur. Il avait même gagné la médaille du mérite agricole, je pense, en 1924. Alors, à ce moment-là, il faisait des chantiers l'hiver. Alors, ça s'est développé. Il est devenu un plus gros contracteur. Il avait plusieurs chevaux. Alors, l'été, ces chevaux-là travaillaient sur la ferme et ça ramassait le foin, l'avoine pour les nourrir et en même temps les produits de la ferme pour nourrir la famille. Il était en même temps un cultivateur et un jobber. C'est une terre d'espoir. L'espoir d'améliorer la façon de vivre. Il y a des agriculteurs qui sont des vrais agriculteurs qui veulent, eux, faire de la terre. Mais il y a beaucoup de gens qui montent pour se faire un avenir. Le peuplement de l'Abitibi se réalise très rapidement de 1912 à 1930. De toutes les régions de colonisation, c'est l'Abitibi qui attire le plus grand nombre de colons. En moins de 20 ans, une nouvelle région est née dans le nord-ouest du Québec. La dépression économique des années 1930 frappe le Québec de plein fouet. À Montréal, on comptera bientôt quelques 100 000 chômeurs. Certaines de nos élites se mettent en frais de convaincre la population de la nécessité de retourner à la vie rurale pour des raisons d'ordre tant économique que moral. Le premier ministre Alexandre Taschereau se laisse convaincre. En 1931, son gouvernement consacre quelques centaines de milliers de dollars au retour à la terre. Le gouvernement fédéral emboîte le pas. Le ministre de la colonisation, Wesley Ashton Gordon, lance un plan d'aide aux sans-emploi qui veulent s'établir sur une terre. Les gens qui sont sur le secours direct, les chefs de famille qui, dans les villes, n'ont pas de travail, on va leur donner 600 $ pour se rendre en Abitibi, s'installer sur une terre. Donc, ça devrait pouvoir les faire vivre pour 2 ans et s'installer là. Il ne faut pas oublier une chose, cependant. Il y a des colons qui sont rendus là-bas qui avaient la vocation agricole, mais d'autres pensaient qu'ils l'avaient, la vocation agricole. Il y a une différence entre l'avoir et le penser.
Alors, ils ont trouvé peut-être, c'est un peu dur. Ça va quand même permettre la fondation de à peu près 7 ou 8 paroisses en Abitibi et au Témiscamingue. Ça va amener un certain nombre de gens en Abitibi, mais dès la dernière année du plan, déjà, il y a des gens qui commencent à abandonner parce qu'ils allaient davantage là, finalement, pour survivre que pour faire de la terre. Le quart va revenir. Parce que, quand même, quand on a goûté de la ville, on aime peut-être être mieux pauvre sur l'asphalte que pauvre sur une terre de roche. Je suis pas sûr que c'était le bon choix, mais là, je vais pas juger moralement. Le deuxième plan, lui, qui aura beaucoup plus de succès, c'est le plan Vautrin, qui, lui, est mis sur pied en 1934, par le gouvernement Taschereau, donc un plan provincial. Et lui s'adresse surtout aux fils de cultivateurs ou aux célibataires qui sont chômeurs, mais dans les paroisses rurales du Québec. Alors, ces gens-là ils ont déjà une expérience un peu de la ferme. D'ailleurs, ces gens-là vont rester davantage sur les terres. Irénée Vautrin est ministre de la colonisation. C'est un architecte de Montréal. Alors, il fallait bien qu'un jour, il visite une colonie. Alors, il s'en va à Amos. Et il y a des vêtements d'un homme qui arrive de la ville. On dit, Monsieur Vautrin, même pas aller visiter une colonie, vêtu comme vous êtes là. Alors, quelqu'un dit simplement, bon, on va aller acheter une paire de pantalons pour la circonstance. On va chez un marchand, on achète des culottes à 3,45 $. Et le compte est envoyé au ministère de la colonisation à Amos, et c'est ce qu'on a appelé finalement les culottes à Vautrin. Et Duplessis en a fait bon usage à l'enquête des comptes publics. Cette accusation que lui a fait Maurice Duplessis témoigne du fait que la colonisation autour du ministre Vautrin à cette époque portait encore une série d'enjeux qui étaient suffisamment importants pour qu'à la Commission des comptes publics, on prenne la peine de chercher par tous les moyens à déboulonner un ministre qui était singulièrement populaire avec le grand plan de colonisation qu'il venait d'annoncer. Entre 1932 et 1940, on va fonder 42 paroisses en Abitibi. J'ai fait mes études de droit à Québec. J'ai fini en 1934. Alors, à ce moment-là, faire sa vie à Québec comme avocat, à cause de la dépression, évidemment, qui sévissait encore, impossible. Alors, comme de jeunes professionnels, de jeunes avocats, de jeunes médecins, de jeunes dentistes, à ce moment-là, je suis allé m'installer à Malartic. C'était une ville naissante, à peine naissante. Parce que quand j'y suis arrivé, moi, les lots n'avaient pas été encore subdivisés, les lots de la future ville. Alors, on ne pouvait pas s'y installer. Alors, pendant 1 an de temps, même si j'étais avocat, je suis resté en plein bois, dans un shack, pas d'électricité, pas d'eau, en pleine forêt, jusqu'à ce qu'on puisse, à ce moment-là, acquérir des lots et, en permanence, résider à Malartic. Ça n'a pas été facile. Et même s'il y avait des subventions, même s'il y avait de l'aide, ça subsistait juste un peu. Alors, c'est pour ça que l'Abitibi a eu une réputation, à un certain moment donné, comme un pays dur. C'est un peu l'arrière-pays. Les gens se sont débrouillés avec les moyens du bord. Mais la donne va changer du tout au tout lorsque on va découvrir le long de la faille dite de Cadillac de fabuleux gisements miniers. Et là, on va voir apparaître une troisième tension organisatrice sur ce territoire. La forêt, l'agriculture, la mine. Les premiers prospecteurs sont arrivés par le nord de l'Ontario, parce que c'est d'abord le nord de l'Ontario qui a été exploité pour les minerais. Et Edmond Horne, qui est celui qui a fait la grande découverte de la mine, qui va devenir la mine Noranda, était d'abord passé par l'Ontario. Alors, la plupart des prospecteurs arrivent par l'Ontario. Et on sait qu'ils sont des centaines sur le territoire à chercher des minerais qu'on soupçonne être là. La mine va rapidement prendre le dessus sur toutes les autres formes d'organisation économique. Ces gisements sont à cette époque parmi les plus riches du monde et bien entendu, ils vont attirer des capitaux considérables et provoquer une véritable ruée vers l'or. N'importe qui peut aller au bureau des mines, demander un certificat qui lui permet de piquer des claims.
vous pouvez y aller, moi je peux y aller, mais normalement, ce qu'on fait, on envoie un prospecteur. On paye simplement une licence qui, dans mon temps, coûtait 10$, puis il va piquer des clients. Il y avait, à des moments donnés, il y avait jusqu'à 100, 200, 300 prospecteurs qui travaillaient à leur compte ou qui travaillaient pour des petites entreprises, des petits syndicats, mais on cherchait très activement, oui. On en avait une image un peu mythique aussi, là. Il y aura donc, le long de la faille de Cadillac, en l'espace d'une dizaine d'années, une activité fébrile. Des villes vont naître véritablement de rien. Alors, on aura Val-d'Or, Malartic, Cadillac, Rouen en 1926, qui va connaître là une espèce de consécration comme capitale minière avec la construction de cette fonderie de la Noranda qui est devenue presque un symbole de la région. Ce sont des villes qui ouvrent très rapidement. Ce sont ce qu'on appelle des boom towns en anglais et le mot est tout à fait exact. Ce sont des villes qui passent de zéro à des milliers de populations en un temps record. 90% des mineurs sont des Européens qui viennent de l'Europe de l'Est, qui n'ont pas de famille. Alors, ils n'ont pas d'autres endroits pour rester que dans des bunkhouses où ils sont logés 2 par chambre exiguë. Alors, ils sont payés toutes les 2 semaines. Et à toutes les 2 semaines, le convoi de chemin de fer de Montréal nous amène des filles de joie. Alors, pour la fin de semaine, alors pendant quelques mois, la future ville de Malartic avait le nom de Putain-Ville. C'était aussi très perçu comme le diable sur la terre, hein, tout ce que ça apportait, l'argent vite gagné, ces économies de villes très turbulentes où les gens s'installaient très rapidement et on n'avait pas le temps d'avoir des institutions tout de suite. Là, ça prenait 5 ou 10 ans avant qu'on soit vraiment policé. Cette richesse extraordinaire qu'on va extraire de la terre abitibienne, elle va provoquer, donc non seulement l'urbanisation, mais elle va provoquer l'installation d'un modèle de développement. Ce modèle-là, il sera prédominant autour de l'exploitation minière. C'est donc pour apporter l'électricité aux mines et aux villes minières qu'on va construire et qu'on va électrifier la région. On ouvre des écoles, on a le même système que partout au Québec. Et évidemment, pour les premières années, on a beaucoup d'écoles de rang. En ce qui concerne les structures hospitalières, on va beaucoup utiliser les services des infirmières de colonies. Donc, on s'installe un peu, mais on reproduit les mêmes structures. Le grand rêve des colons, ça va être de mettre la main sur la forêt, sur cette forêt qui produit tant de richesses et où eux se crèvent pour des conditions minables. On a réalisé que chacun sur son lot a défriché avec ses deux bras, une hache mal aiguisée et un ciotte avec la lame rouillée, que c'est quelque chose de décourageant. Alors, on a pensé à former des équipes de 6, 7, 8 et ils vont défricher ensemble. Donc, ça leur donne une meilleure efficacité par la division du travail, ça leur donne un meilleur soutien moral et ça leur donne aussi, bien entendu, des idées. Avec la déclaration de la guerre, va se produire une pénurie de main-d'œuvre en milieu forestier, parce que, bien sûr, les villes et la mobilisation vont drainer les jeunes travailleurs qui, autrement, se dirigeaient vers les forêts. Et on va d'abord saisir une première occasion, à l'occasion un automne, au moment où un sous-traitant, un jobber, va faire défaut à la compagnie. Et une équipe de défrichage va proposer de prendre le chantier, donc de prendre le contrat. Alors, c'est comme ça que naissent les coopératives forestières, d'un exercice très tangible, très terre à terre, de la solidarité dans un tout petit coin de pays. Ces gens, au bout du monde, qui n'avaient pas passé leur temps à lire, et dont certains avaient lu à peu près rien que les évangiles et les encycliques, avaient des innovations sociales qu'on a un peu occultées. Alors, c'est ça la BTB.
Les élections provinciales de 1944 portent l'Union nationale au pouvoir. Maurice Duplessis préside de nouveau aux destinées du Québec qui ne tarde pas à entrer de plein pied dans l'ère industrielle de l'après-guerre. 4 ans plus tard, l'avocat Jacques Miquelon joint les rangs de l'Union nationale. Il devient député de sa terre d'adoption, l'Abitibi, en 1948. Le comté est immense à ce moment-là parce qu'il va jusqu'à Chibougamau, où on ne peut pas se rendre autrement que par avion. Alors, ce sont des campagnes qui durent 1 mois et demi, à raison de 2 assemblées par jour, et en fin de semaine, 4 ou 5 assemblées, pour pouvoir couvrir tout le territoire, parce qu'il y a énormément de colonies à ce moment-là. Alors, au nord de la ville d'Amos, et du côté est, en allant vers Sainte-Terre, tant au sud qu'au nord, ben, il y a peut-être 35 à 40 paroisses de colonisation. Alors, il y a 4-5 villes, la ville de Sainte-Terre, la ville de Val-d'Or, la ville d'Amos, la ville de Chibougamau, la ville de Malartic, la ville de Cadillac. C'est une campagne excessivement fatigante. Et évidemment, quand on est jeune, puis on a un peu de pep, vous savez, ça ne nous pèse pas tellement. Les villes, les villages commencent à ressembler à des villages du reste du Québec, là, mais avec des conditions où on doit voyager beaucoup plus d'un village à l'autre, où les routes ne sont pas construites. La première route asphaltée qui va relier Val-d'Or à Montréal, c'est 1949. Cette route-là existe en 1939, mais elle est en gravelle. Donc, les conditions sont plus dures, sont plus frustres. Alors, il faut l'organisation au point de vue scolaire, l'organisation plus santé, au point de la voirie. Alors, il y a du travail à n'en plus finir pour un député. Et heureusement, à ce moment-là, que j'ai eu l'oreille de Duplessis, qui avait une admiration sans borne pour les gens qui, comme moi, mais surtout comme bien d'autres, dans des circonstances beaucoup plus difficiles que les miennes, étaient allés ouvrir cette région-là. Alors, de mon temps, moi, j'ai eu 63 écoles, un séminaire, 2 hôpitaux dans le même comté, des routes, et finalement, surtout, l'électrification rurale. Dans toutes les paroisses du comté, même les plus reculées, dans les colonies du comté. Certains pionniers vont faire mieux que se tirer d'affaire. Il en est ainsi d'Henri Perron, le fondateur de la grande compagnie forestière Normique Perron. Il est entrepreneur forestier, alors il s'est développé un entrepreneur important. Et puis, à un moment donné, ben, il dit, j'aimerais peut-être, au lieu de travailler pour les autres, j'aimerais ça travailler pour moi-même. Alors, il a décidé de construire une petite scierie en 1939. C'était sa première aventure industrielle. Il a construit une scierie au nord de la Sarre, à Val-Paradis, à peu près 50 km au nord de la Sarre, où il y avait une forêt vierge, là, et puis il y avait eu des permis du gouvernement pour être capable de construire une petite scierie. Alors, c'est comme ça que ça a débuté dans le domaine du sciage. Alors, on a construit une nouvelle scierie à Val-Paradis, plus moderne, en 1950. Et c'est un peu le début de notre aventure industrielle, de notre développement dans le domaine forestier beaucoup plus marqué. On a commencé une première aventure dans le contreplaqué en 1956 et moi, je suis arrivé en 1957. Et l'entreprise s'est développée. On a fait d'autres acquisitions d'entreprises dans le sciage, surtout dans la région du nord-ouest du Québec, à Amos, à Sainte-Terre, à Quévillon. Et on a même acheté 2 entreprises en Ontario, à Kirkland Lake. On a construit une autre usine de sciage à Cochrane. Et notre entreprise s'est développée beaucoup. Et on avait une entreprise dans les années 80 très florissante. Et les 3 frères, on était bien impliqués dans le domaine forestier. On a développé des usines ultramodernes et ça a contribué au développement des infrastructures des villes. Et dans les années 60-70, il y a eu des développements miniers énormes aussi, des nouvelles mines, et ça s'est développé. Et l'agriculture aussi a connu un certain succès. Alors, aujourd'hui, le portrait de l'Abitibi n'est plus ce qu'il était. Dans mon temps, on a fait un peu de colonisation. Jusqu'en 54-55, on a continué à faire, mais moi, j'avais peu d'espoir là-dessus. Pour l'excellente raison que je savais ou je pensais avec raison, l'avenir m'a donné raison, il y a tellement de richesses minières, forestières, hydrauliques en Abitibi. Je me disais un jour,
Il y aurait du travail suffisamment pour ces gens-là, avec des salaires alléchants. Pas besoin de vous dire que quand on a ouvert le baie James, tout est passé pour l'Abitibi, ou à peu près. Hein? C'était ça. C'est une mine d'or pour l'Abitibi. Ça a été comme une nouvelle frontière qui s'ouvrait. Alors, pour les entrepreneurs qui étaient installés à la porte de la baie James, là, ceux qui étaient au nord de Val-d'Or, en allant vers Matagami, c'était comme une deuxième colonisation, mais pas une colonisation de terre, mais vraiment une occasion, un débouché pour leurs entreprises. On a fermé les villages dans les années 60 parce que ça commençait à coûter plus cher pour entretenir une population là, parce qu'il fallait, par exemple, ouvrir tous les rangs pour les écoles. Puis on avait des fois 3 ou 4 enfants. On voulait ouvrir les rangs aussi pour le ramassage du lait. Mais il y avait des fois 2 ou 3 cultivateurs qui faisaient du lait en quantité suffisante. Donc, le gouvernement a décidé à un moment donné de fermer ces paroisses-là. On peut questionner cette politique-là parce que dans certains cas, on aurait pu tranquillement attendre et faire autre chose que des politiques draconiennes. Mais je signale que ça avait été utilisé aussi à Terre-Neuve. Hein. À Terre-Neuve, il y a eu beaucoup de fermetures de villages à peu près à la même époque. Nous venons d'assister, pour ainsi dire, au début de Roquemort. Nous avons vu les difficultés énormes auxquelles ils ont à faire face. Nous avons de plus senti monter en nous un mouvement d'admiration pour le grand esprit de renoncement dont ils font preuve. L'abbé Proulx est moins un propagandiste pour moi que quelqu'un qui reste lui-même fasciné par le spectacle de ce qu'il voit. Il est lui-même étonné des progrès de la colonie. Ces enfants des bois sont bien sympathiques. Et il n'avait pas tort. Il tournait à Sainte-Anne-de-Roquemort, qui aura été un des grands foyers d'inventivité populaire. La vie économique fait également de bons débuts avec un magasin coopératif. La première coopérative d'alimentation du Québec est fondée à Sainte-Anne-de-Roquemort. Le syndicat coopératif, pour agrandir ses magasins, s'est installé dans l'ancienne chapelle en Boiron. Quand l'abbé Proulx revient par là, il est étonné. Il est étonné de voir comment, en 2, 3, 4, 5 ans, comment ces colons ont réussi à se doter d'une infrastructure littéralement sortie de rien. Quel changement depuis 3 ans! La paroisse se développe à très vive allure. Des gens s'étaient doutés qu'il y avait au-dessus de notre tête, si je puis dire, un territoire dont on ne connaissait même pas les limites. Un peu l'équivalent de l'Ouest américain, là. Un peu l'équivalent. Le gouvernement provincial a une responsabilité formidable que je ne voudrais pas avoir, moi, pour assurer la pérennité de la forêt aux Québécois, hein, parce qu'on sait que c'est un joyau de l'économie québécoise. Alors j'espère que le gouvernement provincial sait exactement où il va et va s'assurer qu'il n'y a pas de coupe abusive. Quand on vient en Abitibi, je pense qu'on se fait des amis, on découvre des gens qui sont vigoureux, des gens qui ont le goût de l'aventure, des gens qui ont le goût du défi. Et je pense qu'on découvre une vivacité qu'on n'a pas souvent dans d'autres régions. À l'avenir, le monde fera peut-être la queue pour les dernières régions du monde, authentiquement sauvages, qui ne seront pas des parcs, qui ne seront pas des simili nature, là, avec des arbres peinturés ou des arbres, des plaines plantées, etc. Là. Quand je suis parti de l'Abitibi en 62, je leur ai dit, j'ai passé ici 25 années extraordinaires, dans un pays extraordinaire, avec des gens extraordinaires. Et je n'ai pas changé d'idée.